Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale sur Gaza. L'antitétionniste viole le cessez-le-feu face aux premières heures de ce matin, massacrant sans distinction 104 Palestiniens et annonce quelques heures après avoir commis son carnage le retour au cessez-le-feu. À quoi joue donc cette entité de la mort, rampant ainsi les clauses du cessez-le-feu à sa guise, le transgressant comme bon lui semble et annonçant juste après avoir assassiné plus de 100 Palestiniens que le cessez-le-feu est à nouveau en vigueur. Comme une parenthèse qu'on ouvre et qu'on referme comme bon nous semble, mais l'occupationniste ne fait finalement que confirmer une fois de plus qu'il est au-dessus du droit international. Il est à la fois partie et juge. C'est lui qui décide de la longévité ou pas du cessez-le-feu et du moment voulu de le violer. Lui seul, et d'aucuns n'osent bouleverser le fait accompli, n'est-ce pas? Bien sûr, le débat est lancé et pour en parler, nous accueillons avec beaucoup de plaisir ce soir la présidente de l'association Avocats pour la justice au Proche-Orient, la JIPO, Dominique Cochin. Dominique Cochin, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Et bien sûr, nous rejoindra dans quelques instants Badis Khnissa, analyste des questions politiques internationales. Dominique, nous allons commencer avec vous, bien sûr. On s'y attendait quelque part, mais bon, pas aussi rapidement. C'est-à-dire que quelque part, tout le monde se disait, lorsqu'il y avait l'annonce du cessez-le-feu à Gaza, que d'une manière ou d'une autre, l'antitétionniste trouverait certainement un bon prétexte, et elle n'a pas besoin d'un bon prétexte, juste un petit prétexte, pour justement violer ce cessez-le-feu. Ce fut le cas aujourd'hui, ce matin, avec 104 martyrs qui sont tombés. Et puis, l'antitétionniste décide, juste après, donc d'annoncer que c'est le retour du cessez-le-feu. Alors, comment faut-il comprendre ce genre de comportement de l'antitétionniste? Et s'il faut le calquer, en supposant que peut-être ce même comportement a été fait par une autre nation ou un autre pays, quelles en auraient été les conséquences? Alors, en fait, il ne faut pas oublier que ce n'est pas le premier cessez-le-feu. Oui. On a déjà un précédent qui nous permet d'évaluer, qui nous a permis quand même aussi d'anticiper et d'imaginer qu'Israël ne respecterait pas ce second cessez-le-feu, puisque dès mars 2025, le cessez-le-feu avait été violé, hein, le précédent cessez-le-feu, par Israël. Ici, tous les observateurs, en fait, ont dit cet accord qui n'est pas, et j'insiste sur ce point, qui n'est pas un accord de paix, hein, c'est vraiment un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, voilà. Tous les observateurs ont pu relever qu'il n'y avait pas dans les différents points de l'accord le moindre point sur comment serait éventuellement sanctionné ou contrôler le respect du cessez-le-feu et sanctionner cette violation. Donc, ab initio, dès le début, on était de ce point de vue-là extrêmement critique, connaissant le comportement constant d'Israël. Donc, aujourd'hui, le prétexte en a été qu'un soldat aurait été attaqué et tué, un soldat israélien. Est-ce que cela justifie le fait de tuer plus d'une centaine de personnes, dont au moins 35 enfants, des femmes, des personnes âgées? Bien évidemment non. Bien évidemment, on est encore dans le crime. On n'est pas dans la réplique, on n'est pas dans une réponse qui serait proportionnée à une attaque qui reste encore à démontrer. Et la réaction du président américain de dire ils ont été attaqués, ils répondent c'est normal, est totalement inacceptable.
et démontre une fois de plus hein, qu'on est dans des relations totalement déséquilibrées et que à tout moment, Israël peut reprendre ses bombardements. Et j'insiste quand même sur un point, c'est que quand bien même le cessez-le-feu serait respecté, quand bien même il n'y aurait plus durablement de bombardements, ça ne met pas fin à un génocide qui se caractérise par d'autres types de comportements simplement des bombardements. Et ça ne résout pas tous les problèmes de tous les engins explosifs tombés sur la bande de Gaza et qui peuvent encore exploser aujourd'hui. Oui, alors, oui, allez-y. Oui, la réalité, c'est que la plupart des États, de manière absolument hypocrite, se sont réjouis comme si c'était quasiment un accord de paix durable qui mettait fin à 75 ans de conflit, alors qu'on était simplement en présence d'un cessez-le-feu. Et il n'y a aucune réaction, aucune sanction. Et ça va être anecdotique ce que je vais dire, mais on le voit avec l'histoire du football, du comité de football qui a dit ah ben non, finalement on ne va pas écarter Israël, on ne va pas sanctionner Israël, parce qu'il y a cet accord. Alors qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien, et sur la base de ce rien, on dit ah ben il faut toujours pas sanctionner Israël pour toutes ces violations. Et voilà où nous en sommes encore aujourd'hui. Il faut dire, Dominique Cochin, que depuis le départ déjà, depuis que l'annonce a été faite de ce cessez-le-feu, parce que c'est bien de préciser qu'il ne s'agit pas d'un accord de paix, c'est juste un cessez-le-feu et encore précaire. Donc depuis le début, il n'a pas été réellement respecté, puisque de toute façon, il y a eu, comme on dirait, des parenthèses où l'entité sioniste a continué à frapper, elle n'a jamais cessé de frapper. Est-ce qu'on peut se poser quand même cette question, à quoi joue aujourd'hui l'entité sioniste? Est-ce que c'est un avant-goût de ce qui va venir, à savoir qu'il va y avoir rupture totale de ce cessez-le-feu? C'est ça peut-être l'objectif de l'entité sioniste, de ce cessez-le-feu qui est très précaire, et surtout parce que c'est là où le bas blesse, c'est qu'il est tributaire du bourreau. C'est l'entité sioniste qui décide si ce cessez-le-feu continue ou s'arrête. Et quand? Tout à fait. Alors, le problème est bien là, c'est qu'à partir du moment où l'objectif israélien qui était de récupérer les derniers otages est atteint, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'otages, il y a quelques corps à récupérer, et même là encore, ils sont capables de faire grief au Hamas en l'espèce, de ne pas les restituer assez vite, alors qu'on ne retrouve même pas des corps de milliers de Palestiniens sous les décombres, oui. Mais ça, c'est grave. Donc là encore, on pourra dire ah ben vous ne nous avez pas restitué tous les corps, parce qu'il y a une histoire de partie d'un corps qui aurait été restitué et qui correspondrait à partie d'un corps qui avait déjà été remis. Donc on nous dit ben c'est la même personne, donc vous ne respectez pas vos obligations. On en est là. Donc la réalité, c'est que Israël ne veut pas et ne voudra pas se désengager de la bande de Gaza. Donc, tous les prétextes seront bons pour se maintenir dans la bande de Gaza, et ce n'est pas les ministres d'extrême droite qui sont au gouvernement, et ce n'est pas le Netanyahou qui a dit qu'il n'y aurait pas, ils l'ont dit clairement, il n'y aura pas d'État palestinien. Voilà leur objectif, oui. Mais c'est l'objectif depuis des décennies, ça c'est clair. Mais là, ils le disent. Et là encore, à chaque fois qu'ils commettent une violation, c'est souvent à petite échelle, c'est un test. C'est un test pour voir comment réagissent les États, les autres États du monde. Et le fait de ne pas réagir à ces violations du cessez-le-feu, ou le fait à nouveau de trouver des arguments, comme l'a fait le président Trump, pour exonérer Israël de toute responsabilité dans le cadre de ces violations,
eh bien c'est un test que le gouvernement israélien dira on a passé le test, on peut aller plus loin, et malheureusement il faut s'attendre à ce qu'ils aillent plus loin. Ben justement, parce que ça rejoint un petit peu l'idée, juste avant ces frappes, ou cette frappe de la nuit dernière, qui a fait 104 martyrs palestiniens, alors que, comme vous le disiez, déjà les Palestiniens ont à peine trouvé le temps de faire, si vous voulez, d'essayer de faire sortir les corps de sous les décombres. La même chose pour ce que vous venez de dire. Donc, ces otages israéliens, donc, qui se font aider pour retrouver également les corps de leurs compatriotes. Pour ne pas dire autre chose. Déjà, il y a tous ces facteurs, mais en plus, il y avait aussi les déclarations de Smotrich qui disaient ceux qui croient à ce cessez-le-feu va durer, eh ben, ils se leurrent. Ils se leurrent dans le sens, il n'a pas dit comme ça, parce qu'on ne va pas dire comment il a parlé, sachant pertinemment quels sont ces éléments de langage. Il a dit que nous n'accepterons jamais de partager notre terre avec les Palestiniens. Je pense que ça veut tout dire. Mais c'est très clair. Je veux dire, les États occidentaux qui disent oui, deux États, un État israélien, un État palestinien, et il y aura un État palestinien, savent qu'ils sont dans le mensonge pour gagner du temps. Parce que depuis des décennies, la méthodologie israélienne, c'est le gain de temps pour, en Cisjordanie, poursuivre la colonisation intensive, ici à Gaza, continuer à tuer et trouver des solutions pour un nettoyage ethnique si le génocide n'est pas mené jusqu'au bout. Et chaque Palestinien assassiné, c'est un Palestinien de moins, hein, c'est comme ça qu'il calcule. Aujourd'hui, au-delà de la terre, il n'y a pas seulement la terre, il y a la mer aussi, parce qu'on a trouvé, et ça c'est vraiment un paramètre qu'il faut garder à l'esprit, qui est extrêmement important et qui aussi explique une certaine implication américaine, qui n'est pas seulement de vouloir jouer le gendarme du monde, mais aussi de vouloir s'en mettre plein les poches. C'est les gisements de gaz qui ont été trouvés au large de Gaza, qui permettraient à la bande de Gaza de recevoir des millions, voire des milliards de royalties. Et il est bien évident qu'on ne veut pas que ça tombe entre les mains du peuple palestinien, ne serait-ce que même pour reconstruire la bande de Gaza. Et donc, tout sera mis en œuvre pour ne pas leur permettre de bénéficier de ces gisements de gaz qui devraient revenir au peuple palestinien. Là aussi. Donc, en fait, en Cisjordanie, il y a les mêmes problèmes en lien avec le fait que la nappe phréatique est plus importante de ce côté-là, que les terres agricoles sont de ce côté-là. Donc, en fait, il est clair qu'il n'y a pas de volonté de faire la paix. Il n'y a pas de volonté d'une paix avec création de deux États pour Israël. La paix ne pourra passer que dans l'acceptation du nettoyage ethnique, en fait. C'est la valise ou le cercueil, hein. Oui, très bien Dominique, justement on va essayer de développer ça un peu plus longuement pour nos amis téléspectateurs, bien sûr, mais juste avant, je vous propose donc ce sujet signé Safwan Ben Sabri, et puis on revient au débat, bien sûr, puisque Badis Khnissa nous a rejoint dans un petit instant. La violation du cessez-le-feu ne dépendait que de la parole de Benyamin Netanyahou. Une parole qui n'en est pas. Reprise de l'agression sioniste sur Gaza, malgré l'accord de paix signé avec la présence de plusieurs puissances régionales et internationales. Malgré le déplacement de Donald Trump en territoire occupé, une façon pour le président américain d'en finir avec la question. Bilan de cette violation du cessez-le-feu, au moins 101 morts suite au bombardement sioniste, dont au moins 43 enfants suite à 3 frappes de l'armée sioniste sur la ville de Gaza. L'entité sioniste accuse le mouvement de résistance Hamas de ne pas restituer les dépouilles,
Le Hamas pose quant à lui le problème de la récupération des dépouilles. La tâche est herculéenne étant donné l'état de la bande de Gaza. Pour prétexte à la reprise des hostilités, l'antité-sioniste invoque la mort d'un soldat israélien. Le Hamas a confirmé qu'il n'avait aucun lien avec l'attaque armée à Rafah et a réaffirmé son engagement vers l'accord du cessez-le-feu. L'antité-sioniste n'en est pas à sa première violation des termes de l'accord. Le maintien de la fermeture du passage de Rafah témoigne du non-respect de celui-ci. Dans une déclaration adressée aux pays médiateurs et garants de l'accord de cessez-le-feu, le Hamas a fait appel aux parties prenantes pour faire pression sur l'entité sioniste qui ne respecte que son propre agenda. Voilà, donc c'était un sujet signé Safwan Ben Sabri, Badis Nissa qui vient de nous rejoindre, analyste des questions politiques. Badis, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci à vous. Alors, Badis, la question qui se poserait, c'est qu'on ne s'étonne pas réellement qu'aujourd'hui l'entité sioniste ait transgressé et violé l'accord de cessez-le-feu, connaissant pertinemment que cette entité n'a ni parole ni morale. C'est pas ça qui étonne. Ce qui questionne aujourd'hui, c'est que qui est garant du respect de cessez-le-feu? Est-ce qu'il y a dans cet accord de paix qui a été signé entre guillemets des gens ou des pays qui se sont portés garants pour faire respecter ce cessez-le-feu? Tout d'abord, oui, je rappelle un élément très important. On parle d'une entité sioniste qui ne respecte aucune règle, si ce n'est la sienne, à savoir comment exterminer ad vitam aeternam la question palestinienne, que ce soit territorialement, mais même aussi politiquement. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il s'affaire à chaque fois, à chaque violation, de brandir le spectre de l'ultra-sécurité, de la défense notamment, ou de soupçons d'attaques imminentes, alors qu'ils savent pertinemment, et le monde entier savent pertinemment, qu'il y a un cessez-le-feu, il y a une trêve. Une trêve fragile, effectivement, comme vous l'avez rappelé, y compris dans votre reportage. L'entité sioniste aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, après la banalisation du génocide, a banalisé les violations de cette trêve à travers, bien évidemment, des gesticulations diplomatiques, mais surtout aussi, et là je reviens à votre question très pertinente et je pense aussi centrale, qui est celle de comment garantir cette trêve. Et d'ailleurs, au lendemain de la signature de la trêve, je l'ai dit même sur votre plateau, le seul défi majeur, important, stratégique qui permet effectivement de maintenir cette trêve un tant soit peu, mais surtout aussi de donner le jour d'après des perspectives, je dirais, plus structurées, plus méthodiques, mais surtout aussi plus rassurantes, que ce soit pour les Palestiniens, mais aussi à terme pour la Cisjordanie et la région elle-même, c'est de pouvoir avoir des contraintes coercitives, réelles, effectives, efficaces, notamment sur cette entité qui, encore une fois, n'a ni foi ni loi. Donc, à commencer par celui qui cautionne, celui de l'architecte de cette trêve, qui est bien évidemment les États-Unis, et à travers elle, Donald Trump, qui, à la fois, je dirais, tient le bâton par le milieu, par le soutien inaliénable, indéfectible, y compris militaire et économique de l'entité sioniste, et à la fois aussi essayer, tant bien que mal, de maintenir un brin de cessez-le-feu ou une espèce de cessez-le-feu plus ou moins crédible qui sera à l'image notamment de la feuille de route de Trump, qui Trump, je rappelle aussi, par des voix off, des fuites notamment autorisées, souligner le fait qu'il devient de plus en plus, on va dire, virulent vis-à-vis d'un Netanyahou qui, encore une fois, est en roue libre. On pourra en parler aussi, ce qui explique ces violations répétitives, mais surtout systémiques, notamment de Netanyahou à cette trêve, à ce cessez-le-feu. Évidemment, il y a cette question interne propre à lui, qui est personnelle, à savoir un procès de corruption qui lui pend au nez, d'ailleurs, qui a été rebooté, qui a été surtout aussi convoqué récemment avec un rappel à l'ordre. Et puis, vous avez aussi le front politique lui-même qui, aujourd'hui, on a un gouvernement d'ultra-droite, extrême droite, extrémiste, fragile, fragmenté, au risque de l'implosion et même de l'explosion et donc de la division. Et puis, vous avez aussi la pression de la rue qui monte crescendo aujourd'hui, qui même sollicite à travers l'opposition des élections anticipées. Donc, vous voyez bien que dans tout ce brouhaha politique, militaire et autres, Netanyahou brandit à chaque fois le spectre de la sécurité, le liant, j'ai envie de vous dire, pour lui, en tout cas, comme subterfuge pour pouvoir avoir d'abord une manœuvre dilatoire et gagner du temps, mais surtout aussi
pour rassembler les Israéliens derrière une cause commune qui est celle, entre parenthèses, de défendre la sécurité des Israéliens à travers des attaques dites ciblées, entre parenthèses. Permettez-moi juste de rappeler que des civils, et seulement des civils, à chaque fois, sont ciblés, comme aujourd'hui, ce massacre d'aujourd'hui. Donc, la garantie est double, à savoir par, je dirais, le garant et l'initiateur de cette trêve, à savoir les États-Unis, mais également, il n'en demeure pas moins que la communauté internationale a sa partie de responsabilité, mais encore une fois, une responsabilité qui ne se tient pas au verbal ou au déclaratif, mais plutôt véritablement à une action commune, une réflexion commune, des actions contraignantes et coercitives, parfois même, pourquoi pas, des sanctions. Ça a été évoqué par quelques pays comme l'Espagne qui a d'ores et déjà arrêté tout, je dirais, commerce d'armes avec l'entité sioniste, mais il faut aller au-delà, parce qu'encore une fois, nous avons affaire à une entité sioniste qui ne comprend qu'un seul langage, à savoir le rapport de force, à savoir l'ascendant, avoir l'ascendant sur cette entité. Et aujourd'hui, croyez-moi, à travers l'alibi du ultra-sécuritaire et de potentielles attaques terroristes, entre parenthèses, qualifiées par le communiqué aujourd'hui de Netanyahou, c'est pour vous dire qu'effectivement, c'est un blanc-seing, c'est un permis de tuer, y compris pendant une pseudo-trêve. Et puis, je rappelle aussi un autre élément majeur, c'est que cette trêve est couplée à un dossier qui est celui des dossiers des otages, que ce soit vivants qui ont été déjà restitués selon les engagements de la trêve et l'engagement du Hamas et des factions résistantes, mais aussi les otages, les dépouilles, notamment mortes. Et d'ailleurs, je rappelle au passage aussi, qui ont été assassinés par l'entité sioniste elle-même à l'époque où le Hamas et les factions résistantes rappelaient que la vie de ces otages étant menacée par ces bombardements aveugles. Donc, récupérer ces otages, ces dépouilles, j'ai envie de vous dire, relève à du miracle, à de l'impossible. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tant bien que mal, ils arrivent. Nous l'avons vu avec l'aide des médiateurs opérationnels, à savoir l'Égypte, à rendre ces dépouilles. Mais encore une fois, la lâcheté rattrape le pas, la lâcheté de l'entité sioniste qui profite justement, rappelez-vous des images hier et avant-hier. Donc, pour l'entité sioniste, c'est un travail de renseignement rendu public à travers des images, à travers cette récupération des dépouilles qui montre à l'entité sioniste l'emplacement notamment des tunnels secrets, certains endroits stratégiques, et donc l'entité sioniste systématiquement répond par des attaques en prétextant effectivement des mouvements hostiles ou même des attaques imminentes contre ses intérêts. Donc on voit bien que c'est un peu le pompier pyromane, j'ai envie de vous dire, de la part des médiateurs, en tout cas des acteurs et des belligérants aujourd'hui, qui doivent, avec responsabilité, avec sagesse, mais surtout aussi avec force et abnégation et détermination, faire fléchir cette entité, encore une fois, qui ne respecte que ses propres lois, à savoir instaurer un projet du grand Israël, mais surtout avant cela, d'exterminer la cause palestinienne à jamais. Cela dit, nous ne savons toujours pas qui, justement, pourrait se porter garant pour que ce cessez-le-feu ne soit pas transgressé, ne soit pas violé. Et on aura peut-être compris, Badis Nissa, que tout réside entre les mains de l'entité sioniste. C'est vrai que, quelque part, est-ce que le fait d'utiliser la force comme ça, de manière ponctuée, depuis que le cessez-le-feu a été donc annoncé, ce n'est pas se moquer du monde et de ses chartes et de son droit international que d'ouvrir une brèche de manière systématique à chaque fois pour donc tuer un nombre de Palestiniens, commettre des carnages, ensuite refermer cette brèche et dire que nous retournons donc au cessez-le-feu. C'est un jeu très malsain, peut-être même enfantin et puéril de la part de l'entité sioniste, ou peut-être qu'elle est en train d'essayer de envoyer un message, Badis Nissa, de démonstration de force. C'est moi qui décide quand et de quelle manière le cessez-le-feu se fera. Est-ce qu'on n'a pas cette impression quelque part? Non, c'est plus qu'une impression, c'est une certitude même à travers toutes les guerres, les génocides. On n'est pas malheureusement ni au premier ni au dernier. Gaza, les séries de génocides, on en a connu plusieurs. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que c'est toujours le même modus operandi, à savoir, comme vous l'avez dit, une violation systémique, mais surtout impunie et dans l'immunité la plus totale. Vous savez, vous avez évoqué un point très important, le droit international.
Le droit international n'est pas une variable d'ajustement diplomatique. Le droit international, c'est la colonne vertébrale de la paix. Si on veut la paix durable, il faut revenir aux résolutions. Il faut revenir au droit international. Il faut revenir au accord de Genève. Il faut revenir aux traités qui ont été établis pour défendre la vie humaine, pour défendre le droit à l'indépendance, le droit à vivre dignement, mais surtout aussi à vivre en sécurité. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il est bafoué. Le droit international s'arrête au paillasson des frontières volées de l'entité sioniste notamment, et elles sont réjouies, elles sont targues aujourd'hui de le répéter à qui veut l'entendre. Effectivement, encore une fois, le seul droit international à lequel elles croient, c'est le sien. Je rappelle un élément historique. Au lendemain de l'instauration du territoire de l'entité sioniste sur justement les cendres et les ruines de la Palestine et surtout les corps des Palestiniens, Ben Gourion, Golda Meir et j'en passe ont déclaré effectivement que l'entité sioniste n'est comptable envers personne, y compris envers la communauté internationale et encore moins envers le droit international. Donc, oui, le narratif aujourd'hui de l'entité sioniste réside en un seul mot, à savoir survivre, mais surtout avoir ce projet expansionniste à travers des alibis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le génocide, à travers le nettoyage ethnique, à travers aussi le musellement de la communauté internationale et du monde arabe, puisque je rappelle que pour l'Occident, ou en tout cas le monde occidental, l'entité sioniste est la seule, entre parenthèses, démocratie occidentale régnante au Moyen-Orient. Donc, nous avons tous cet agrégat de plusieurs éléments, y compris le monde arabe qui l'entoure, qui aujourd'hui sont une espèce de postulat, je dirais, aphone et surtout inaudible, voire même dans une inaction incompréhensible. Certainement, la normalisation et les accords d'Abraham ont joué pour beaucoup, et ce qui font qu'aujourd'hui, effectivement, ils rendent, je dirais, inapte toute action, notamment régionale. Alors, reste bien évidemment à l'international où là, certains pays, et c'est pas chauvin de le dire, comme l'Algérie, à travers sa diplomatie des principes, sa diplomatie bienveillante, œuvre ardemment à travers le Conseil de sécurité, mais aussi aux côtés d'autres pays notamment, oui, de plus en plus récemment des pays occidentaux européens comme l'Espagne, comme l'Irlande, comme la Norvège, et j'en passe, qui aujourd'hui clament l'arrêt de cette impunité, cette immunité impardonnable et oui, cette violation notamment internationale qui doit être le garant, encore une fois, de la vie humaine, le garant des Palestiniens aujourd'hui pour arriver vers une solution durable, à savoir une solution politique, une solution diplomatique, une solution à deux États et non pas une solution militaire que Netanyahou n'a pas l'impression de comprendre depuis des décennies. Ben, il n'y a pas beaucoup de gens pour lui faire comprendre ça, en tous les cas de la manière qu'il comprend le plus, c'est-à-dire par la force. Maître Dominique Cochin, tout à l'heure, vous aviez évoqué le fait qu'aujourd'hui, par ces violations systémiques, comme disait Bédisr-Nissa, ils étaient en train de tester quelque part, si vous voulez, la réaction de la communauté internationale. Il est vrai que c'est une idée qui est vraie dans le sens où est-ce qu'on a vu réellement des réactions aujourd'hui, par exemple, au carnage qui a été commis? Il y a la France qui dit que le cessez-le-feu est menacé et appelle à rétablir au plus vite. Il y a Trump qui dit que non, pas du tout. Le cessez-le-feu n'est pas du tout menacé et qu'il n'est pas mis en péril et que donc l'entité sioniste a le droit de se défendre puisque de toute façon, le Hamas lui a tué un soldat. Ce que a démenti le Hamas. Hein. Ça, c'est pour la précision, Dominique. Oui, tout à fait. Le Hamas a démenti avoir tué un soldat israélien. Imaginez qu'une centaine de soldats soient tués parce qu'un Palestinien aurait été tué ou au motif qu'un Palestinien non démontré aurait été tué. Pour le coup, il n'y aurait plus de cessez-le-feu, c'est clair. Aujourd'hui, on vient nous dire que le cessez-le-feu est menacé quand on bombarde et que l'on tue 104 personnes. Qu'est-ce que ça doit être? Il faut en tuer combien de centaines pour dire que le cessez-le-feu est rompu, si à 104, il est seulement menacé? Quelle notion de droit, on reparlait de droit international, quelle notion de droit peut-on évoquer, quelles règles de droit pour dire que
quand bien même, ce qui n'est pas démontré, un soldat israélien aurait été tué, encore eût-il fallu démontrer les circonstances, qui était l'auteur, etc. Oui. Pour aller tuer 104 personnes, dont 35 enfants, Oui. des cibles civiles, une fois de plus, et pas du tout militaires. Donc, bien évidemment, ce n'est pas seulement montrer que de la part d'Israël qu'ils sont capables de décider de tout, mais c'est en premier lieu de voir comment la communauté internationale réagit à une violation. 104 individus tués, c'est pas grave, donc la fois prochaine, Tout ça à sera fait. peut-être 200. Et voilà, en fait, ça a toujours été le mode de fonctionnement israélien. C'est tester, ça passe, la fois d'après, on met la barre un peu plus haute. Ça passe, on remet Voilà. encore un peu plus. Il n'y a pas de réaction, voilà. Et ça, c'est vraiment la méthodologie israélienne. Et malheureusement, c'est en place depuis des décennies. Et malheureusement, ça passe, et ça passe. Et jamais ça ne casse. Et c'est vraiment aussi le rôle des sociétés civiles de ne pas se démobiliser, de comprendre que ce cessez-le-feu n'est que poudre aux yeux et surtout de ne pas baisser les bras en disant ça y est, on a abouti à quelque chose, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas à la case départ, on est loin derrière la situation telle qu'elle était avant octobre 2023, on est loin derrière. Et comme je l'ai dit, tuer des gens, ce n'est pas seulement les bombarder, c'est continuer à les affamer. À les terroriser. Les terroriser, mais aussi à les apporter de soins. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'aide alimentaire, sanitaire, etc., ait pris un rythme acceptable. Et les personnes qui bloquent les camions de vivres ont repris leurs activités de blocage. Et il y a un ministre, un chef de la police, qui a confirmé avoir reçu, et ça c'est dans toute la presse israélienne, de la part d'un ministre, l'instruction qu'il ne fallait pas empêcher ces groupuscules d'extrême droite de bloquer les camions à destination de Gaza. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Oui. On a vu des femmes avec des poussettes, mettre les poussettes avec leur bébé à l'intérieur devant les camions pour affamer les Palestiniens, et que les chauffeurs, évidemment, ne vont pas rouler, eux, sur des bébés dans des poussettes, contrairement à ce que fait l'armée israélienne qui, elle, ne se gêne pas pour tuer les bébés. Merci Donc, beaucoup. Oui. le crime continue. Là, on voit les images, on est en présence de ce qu'on appelle des domicides, c'est-à-dire que dans une zone extrêmement urbanisée, comme Gaza, avec une très forte densité de population, il n'y a plus de domicile, il n'y a plus d'habitat. Ça va prendre des années à reconstruire. Or, à Gaza, tous les 2-3 ans, et je ne parle pas de 2023, tous les 2-3 ans, c'était bombardement sur bombardement. On détruisait, on reconstruisait, on rebombardait. Moi, j'ai échangé avec des avocats qui m'avaient dit, mais moi, j'ai mon cabinet d'avocats qui a été détruit 3 fois. Et là-bas, il ne faut pas compter sur les assurances, évidemment. Oui, bien Donc, sûr. à reconstruire. Et si Israël ne joue pas le jeu, si Israël... il y a une décision très importante qui a été un rapport très important de l'ONU concernant l'UNRWA, disant qu'il n'y a pas que toutes les critiques israéliennes qui ont empêché l'Organisation des Nations Unies de fonctionner et de venir en aide aux réfugiés, eh bien aujourd'hui, cet avis de la CIJ sur l'UNRWA qui l'a blanchi en réalité, si ça n'est pas suivi par la possibilité à nouveau de l'UNRWA d'agir, eh bien c'est encore des personnes qui seront privées de tout. Et un génocide, c'est aussi rendre les conditions de vie insupportables. Et c'est ce que continue de faire Israël. Donc le génocide n'a pas pris fin, j'insiste vraiment là-dessus, et il ne faut pas se démobiliser.
Tout à fait. Et justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Merci Dominique. Restez avec nous juste après cette courte pause et bien sûr, le débat continue. Donc le débat se poursuit bien sûr et là où vous avez donc terminé Dominique Cauchon en disant qu'il ne faut surtout pas se démobiliser puisque de toute façon réellement la guerre n'est pas terminée. Badis Khnissa, est-ce que vous partagez d'abord l'avis de Dominique à ce propos et sur ce point et puis surtout comment doit-on expliquer le fait qu'aujourd'hui de plus en plus on voit ces ponctuations donc si vous voulez ces brèches qui sont ouvertes par rapport à ce cessez-le-feu qui est transgressé, qui est violé à chaque fois, comme pour garder les Palestiniens dans une constante peur et une crainte et une terreur. Ils ne doivent pas respirer, si vous voulez, ils ne doivent pas éprouver ce sentiment d'apaisement. C'est ça, au fait, hein, parce que ce n'est pas seulement faire un cessez-le-feu et puis le violer, c'est aussi garder ces Palestiniens dans ce sentiment de peur et de crainte. Écoutez, pour répondre d'abord à votre première question, effectivement, le combat continue et il ne cessera jamais puisque je rappelle à tout le monde cette leçon qui a été donnée par le peuple palestinien, par les Gazaouis eux-mêmes, par les Palestiniens en Cisjordanie qu'il ne faut pas oublier non plus, qui subissent les affres au quotidien notamment, soit à travers leurs plantations d'oliviers, à travers leurs terres, à travers leurs maisons. Donc il y a effectivement un projet de colonisation tout simplement avec méthodologie, avec structuration effectivement qui date depuis 1948. Donc vous voyez bien que ça ne date pas d'hier. Donc le combat continue pour la bonne et simple raison que ce peuple aguerri, ce peuple vaillant, ce peuple debout, encore une fois Gaza a été détruite, mais la Palestine reste debout. Le peuple palestinien donne une leçon de morale, une leçon aussi d'abnégation, de détermination et d'engagement ad vitam aeternam jusqu'à ce que cette terre soit libérée et que la Palestine soit libre et indépendante. Donc, il est tout à fait normal que nous, autres, notamment humains, avant de parler de projets politiques ou autres, en tant qu'humains simplement, nous devons être derrière ces causes justes, ces causes nobles, à savoir défendre la liberté des individus où qu'ils se trouvent. Et donc, votre deuxième question, effectivement, vous savez, il faut se poser la bonne question aujourd'hui. Pourquoi l'entité sioniste continue à perforer régulièrement, systémiquement ce couvre-feu? C'est parce que tout bonnement, elle cherche à revenir à une escalade. Elle cherche à revenir à une rechute vers justement l'ultra-sécuritaire et la guerre asymétrique. Je dis bien asymétrique, puisqu'en face, nous avons malheureusement que des civils innocents et sans toit qui plus est. Donc, ce retour à l'escalade ou cette rechute vers une opération militaire permettrait encore une fois, comme je disais, de maintenir Netanyahou et son gouvernement à flot, mais surtout aussi d'offrir une bouée de sauvetage politique à Netanyahou et son alliance qui, je disais tout à l'heure en prélude, vit des moments sombres, à savoir devoir rendre des comptes d'abord par rapport à cet octobre et cette claque monumentale de renseignement de l'entité sioniste, mais surtout aussi après, à savoir les otages, les plans Hannibal qui ont coûté la vie d'Israéliens notamment, qui soient militaires ou même otages, et puis surtout rendre aussi des comptes politiques et judiciaires, puisque je disais tout à l'heure que Netanyahou et co subissent aujourd'hui des procès de corruption, je vous dis bien de corruption, donc pour quelqu'un qui semble défendre l'intérêt commun et l'intérêt de l'humanité, et notamment la sécurité, il est bien loin d'être exemplaire. Donc, revenir à la rechute, c'est aussi rassembler les Israéliens, comme je disais, derrière une cause commune, derrière une action commune qui permettrait d'annihiler, j'ai envie de vous dire, toute protestation, tout affrontement, toute fronde, notamment de la rue israélienne, qui continue encore une fois, tant bien que mal, à porter le là, mais surtout aussi à défendre et à porter la voix de la rue israélienne qui, elle, ne veut plus, qui est dans une fatigue sécuritaire, qui est dans une fatigue sociale et sociétale et citoyenne et qui veut mettre un terme à cette guerre qui, finalement, personne ne l'a demandé, si ce n'est Netanyahou et son gouvernement extrémiste. Un gouvernement extrémiste et messianique, n'oublions pas, parce que derrière, en toile de fond de ce projet, au-delà de l'expansionnisme et du grand Israël, il y a aussi un projet messianique. Et c'est là où ça rend la question politique et toute négociation ou toute solution politique
impossible, voire même qui relève du miracle, puisque quand vous évoquez une feuille de route politique, vous avez en face de vous des gens qui sont idéologiquement branchés sur le retour du Messie. Donc, il est très difficile d'arriver dans un tour de table à des négociations exactement, à accélérer le retour de l'Antéchrist, je dis bien. Donc, par ce chaos caractérisé, mais ce chaos organisé, encore une fois. Et l'entité sioniste, à travers Netanyahou, cherche à toujours garder l'ascendant avec une condescendance d'abord vis-à-vis de la communauté internationale et y compris avec ses propres alliés les plus proches, Trump notamment, qui, encore une fois, je rappelle, à travers son administration, a déclaré qu'il devient de plus en plus impatient vis-à-vis des agissements parfois unilatéraux de Netanyahou, et puis aussi vis-à-vis du droit, encore une fois, comme je me répétais tout à l'heure, le droit international n'est pas négociable. Les vies humaines ne sont pas assujettes à des négociations. C'est un droit fondamental qu'on doit tous respecter et faire respecter par la force s'il le faut, par la contrainte. Et encore une fois, c'est le seul langage que l'entité sioniste, que notamment Netanyahou comprenne. Donc, encore une fois, c'est ce qui rend complexe, j'ai envie de vous dire, cette équation. Et puis aussi, ça a été délibérément voulu dans la rédaction de ce traité ou cet accord de trêve que j'appelle un accord sur mesure, de haute couture, propre et favorable pour l'entité sioniste. Oui. À l'entité sioniste. Pour la bonne et simple raison, parmi les points, vous avez évoqué tout à l'heure des garanties notamment pour cette trêve, où est la presse? Où sont les médias internationaux qui peuvent effectivement témoigner, rentrer sur le territoire ou sur les ruines, ou ce qu'il en reste de Gaza? Où sont les organisations, les ONG humanitaires? Où sont effectivement les représentants politiques de l'ONU, notamment? Oui, pourquoi on n'ouvre pas, effectivement? Donc, c'est une manière de maintenir une occultation, une opacité notamment sur ce qui se trame là-bas, et puis chercher la facilité, la rhétorique de la sécurité, à chaque fois qu'il y a une frappe systématiquement sur Gaza pour expier un peu leur culpabilité notamment, et donner peut-être la phrase magique ou l'alibi magique ou l'argument magique qui est celui effectivement des frappes d'anticipation pour se prémunir d'une quelconque attaque ou d'une quelconque opération terroriste des factions de résistance. Or, tout le monde sait, y compris d'ailleurs ses alliés, y compris les médiateurs opérationnels, y compris tous les belligérants et les acteurs régionaux et internationaux, que l'entité sioniste ne joue qu'à son propre jeu, à savoir un jeu pernicieux, un jeu violent, un jeu de voyous, à savoir maintenir son pouvoir, maintenir sa présence notamment. Rappelez-vous, il a été question de chasser les Palestiniens de Gaza et chasser les Palestiniens de Jérusalem, de Quds, notamment pour la judaïsation caractérisée, encore une fois, pour une finalité bien connue et reconnue aujourd'hui par tout le monde, à savoir implanter le Grand Israël et surtout anéantir et, je dirais, tuer, assassiner la cause palestinienne à travers sa culture, à travers sa présence géographique et sa présence même sociale, à travers l'humain. Quoi de mieux que justement, comme ils le font depuis 2 ans, mais aussi depuis 1948, à savoir perpétrer des génocides, des assassinats contre, encore une fois, des innocents et des civils. Très bien, Badis. Vous avez quand même évoqué certains points très importants. J'allais dire, est-ce que le pire est à venir? Parce qu'on a l'impression que ce sont des tests, comme disait tout à l'heure Dominique, ce sont des tests. Donc, si la communauté internationale se tait, on bombarde encore une fois et on va voir ce que ça donne. Et puis, il n'y a que l'entité sioniste qui a le droit de bombarder en cas où, bien sûr, les Palestiniens transgresseraient d'une manière ou d'une autre cette trêve entre parenthèses. Je vais juste reprendre un passage de la radio donc de l'entité sioniste qui disait que les États-Unis accordent une marge de manœuvre limitée à Netanyahou, parce qu'ils appellent ça limité, en lui permettant de réagir militairement contre les provocations du Hamas, mais sans dépasser certaines limites. Et si c'était le cas, est-ce que, par exemple, Dominique Cochin, Hamas aurait le droit de riposter? Non, bien évidemment. Alors, le problème, là encore, on revient sur une problématique de droit international qui est que les peuples ont le droit de résister à l'occupation et de résister de toutes les manières possibles, y compris la résistance armée. Or,
cet accord prévoit dans l'un de ces 20 points un désarmement du Hamas. Donc, on est confronté au fait que, quand on dit du Hamas, en réalité, c'est désarmement de tous les Palestiniens de Gaza, qu'ils soient Hamas ou de quelque bord que ce soit, c'est-à-dire l'interdiction de résister à l'occupation avec en face l'une des armées les plus puissantes au monde et qui a un gouvernement qui a clairement dit il n'y aura pas de Palestine et qui n'a absolument pas l'intention, quoi qu'on puisse en dire, de retirer la totalité de ses troupes de Gaza. Donc la réalité, c'est que oui, les malheurs du peuple palestinien, gazaoui, mais Cisjordanie aussi, sous une autre forme, sont loin d'avoir pris fin, puisque le comité de paix qui doit être mis en place doit comprendre des Occidentaux totalement qui sont des soutiens inconditionnels d'Israël, éventuellement des troupes américaines. On a déjà vu l'expérience avec des bikers américains qui tiraient à balles réelles sur les Palestiniens venus essayer de récupérer 3 bricoles. On n'est pas du tout au bout du problème parce que un État, un peuple palestinien désarmé, c'est un peuple palestinien à la merci de son tortionnaire. Et en réalité, la normalisation qui a été évoquée entre Israël et beaucoup de pays arabes autour, moi, me laisse vraiment perplexe au regard du fait que nous, occidentaux, on appelle nos gouvernants à prendre des sanctions contre Israël et on voit ces pays voisins qui pourtant sont menacés parce que certains d'entre eux font partie du grand Israël tel que... Ils ne sont pas conscients. C'est les religieux extrémistes israéliens. Eh bien, eux acceptent cette normalisation et ne prennent aucune sanction. Et effectivement, on se retrouve dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire un comité de paix totalement inféodé à Israël, des troupes américaines, on sait l'alliance américano-israélienne, et des Palestiniens qui seront totalement désarmés. Donc, dans ce projet, on pourra faire d'eux ce que l'on veut. Oui. C'est pour ça que, comme disait Bédis, on se pose la question, pourquoi, puisque nous parlons d'un accord de paix et de l'arrêt de cessez-le-feu, pourquoi ne laisse-t-on pas justement des journalistes, des ONG rentrer dans les territoires de Gaza, peut-être pour ne pas justement constater l'énormité et l'immensité des dégâts. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup également à Bédis Khnissa, analyste des questions internationales qui était avec nous en direct depuis Paris. Merci également à Maître Dominique Cochin, présidente de l'association Avocats pour la justice au Proche-Orient. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain est un autre jour et on se retrouvera demain certainement pour un autre numéro et un autre thème. Au revoir.